Merci pour votre patience. Donc, bienvenue de nouveau à cette session organisée par l'expertise congolaise pour la prévention et le contrôle des infections, qui est une ASBL, une association sans but lucratif. Et c'est notre messe de chaque vendredi. Aujourd'hui, nous aurons à traiter du thème portant sur la surveillance des infections associées aux soins en Afrique. Quels sont les défis, les perspectives et les stratégies pour l'avenir? Eh bien, cet après-midi, nous avons l'honneur de recevoir une énième fois le professeur Andy Boulaboula, qui est donc médecin de formation et qui est spécialiste en épidémiologie clinique, mais également en prévention et contrôle des infections. Il a multiples publications et sa passion pour le partage de la science, pour le partage du savoir et pour le service rendu aux communautés lui a permis ainsi donc de naviguer entre plusieurs organisations et il fait partie de plusieurs personnes qui font aussi la revue des articles pour des journaux internationaux dans lesquels il publie également. Eh bien, docteur Andy est très heureux de nouveau de pouvoir naviguer avec nous dans les méandres de la PCI après avoir servi au niveau de plusieurs organismes internationaux, dont ICANN, qui est le réseau africain pour le contrôle des infections, l'Organisation mondiale de la santé, et même après avoir aussi partagé son savoir comme formateur, non seulement en ligne, même physiquement, avec plusieurs autres institutions. Aujourd'hui, il se retrouve à CDC Afrique où il est en train de diriger donc la section de prévention et du contrôle donc des infections. Cela étant dit, bienvenue donc à tout un chacun d'entre nous. Voici quelques dispositions techniques qui nous permettraient de pouvoir avoir une fluidité et une clarté dans le partage des informations. C'est également qu'après cette présentation qu'il va faire, il y aura une session questions-réponses et cette session questions-réponses se fera à main levée où on pourra poster dans la boîte à conversation les quelques questions que l'on a ou quelques préoccupations et même quelques informations. Et les panélistes qui sont en ligne vont pouvoir également appuyer le partage de cette information, de ces informations pour cet après-midi. Cela étant dit, bienvenue à tout un chacun d'entre nous. Professeur Andy, vous avez la parole. Nous sommes appendus donc et prêts à pouvoir écouter le partage de la science que vous allez faire. Merci beaucoup et bonne prestation. Bonne attention à tous. Merci, docteur Valérie. Bon après-midi à tous. Est-ce que vous m'entendez parfaitement? Nous disons 5 sur 5. Très bien, merci. Alors, aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de continuer le sujet qui a commencé déjà depuis le début du mois, euh, la surveillance des infections associées aux soins en Afrique. Alors, je vais essayer de discuter des défis, des perspectives et des stratégies pour l'avenir. Parce que c'est un problème important, c'est même inquiétant de savoir qu'il y a des infections qui sont associées aux soins. Alors, d'entrée des jeux, il y a une brève introduction. Souffrez que je me répète ou que je répète la définition que mes prédécesseurs, les orateurs des autres semaines ont déjà couvert. Je vais essayer de revenir là-dessus. Donc, pour les infections associées aux soins, on entend par là, par ce concept, les infections que l'on acquiert durant le séjour dans un établissement de soins de santé. Et ces infections ne sont donc pas présentes ni en incubation au moment de l'admission au centre ou alors à l'établissement de soins de santé. Donc, c'est une acquisition en cours d'hospitalisation pour la plupart,
Et pour des définitions encore plus spécifiques, par exemple pour les infections du site opératoire, ça peut intervenir en dehors du séjour dans un établissement de santé. Et là, vous voyez des limites en termes de durée de 30 à 90 jours après l'acte chirurgical. Vous pouvez développer euh, une infection du site opératoire. Donc là, je suis en train de donner en même temps une nuance à la définition des infections associées aux soins. Mais en termes brefs, il faut dire que ce sont des infections que le patient va acquérir dans un établissement de santé, de soins de santé, et ces infections n'étaient pas présentes lors de l'admission, ni n'étaient en incubation. Et donc, ces infections peuvent tout simplement survenir à la suite des procédures médicales, des procédures chirurgicales et ou même au contact de l'environnement hospitalier qui, du reste, est contaminé. Alors, les exemples types, je venais d'en dire un mot. Vous avez des infections du site opératoire, vous avez les infections urinaires liées à l'utilisation des cathéters, vous avez aussi, par exemple, des pneumonies associées à la ventilation mécanique. Voilà pour ce qui concerne la définition de manière vraiment brève, parce que ça a été discuté, je pense bien, en long et large dans les présentations qui ont précédé celle-ci. Alors, quelques éléments sur les conséquences des infections associées aux soins. Vous vous rappellerez que ces infections vont, n'est-ce pas, augmenter la morbidité et même la mortalité chez les patients qui en souffrent. C'est donc un impact négatif sur la santé des patients. Et ces infections, comme je venais de le dire tantôt, peuvent être fatales. Ces infections vont prolonger la durée d'hospitalisation, la durée des séjours hospitaliers. C'est donc là, encore une fois, un problème parce que ça va occasionner l'encombrement des lits et va donc réduire la disponibilité des ressources médicales. Comprenez qu'en Afrique, avec déjà cette connotation des ressources limitées, si vous avez en plus de cela des infections associées aux soins, cette situation va s'aggraver. Eh bien, lorsque vous restez longtemps à l'hôpital, il y a une autre conséquence, c'est la conséquence sur le coût des soins. Et donc, les coûts médicaux vont augmenter chez les patients et même va peser sur le système de santé. Et pour des raisons évidentes, notamment à cause des traitements supplémentaires et ou d'autres mesures qui sont nécessaires à la gestion de ces infections associées aux soins. Alors, un petit mot sur l'importance de la surveillance. Il faut dire que la surveillance et le contrôle rigoureux des infections associées aux soins sont donc là très, très importants, sont cruciaux par le fait que cela va permettre de garantir la sécurité et le bien-être des patients. Alors, la gestion efficace des infections associées aux soins va renforcer cette image du système de santé, la crédibilité et l'efficacité des établissements de santé, et donc favorise la confiance du public envers le système de santé. Mais tenez, la réduction des infections associées aux soins contribue également à la diminution de la résistance aux antibiotiques. Un enjeu, comme vous le savez, qui est majeur en termes de santé actuellement. Mais juste un petit mot. Comment cela va donc contribuer à la diminution de la résistance aux antibiotiques? Comprenez qu'en premier lieu, si vous n'êtes pas infecté, vous n'aurez pas besoin d'antibiotiques. L'un des facteurs majeurs à la survenue de la résistance aux antibiotiques, eh bien, c'est l'exposition aux antibiotiques. Par exposition, il y a donc ici le fait de prendre des antibiotiques. Ça va donc ici occasionner un mécanisme de résistance aux antibiotiques. C'est l'un des plus importants facteurs de risque. Alors, si vous n'avez pas cette infection, vous n'aurez pas besoin d'antibiotiques et donc en réduisant l'incidence ou la survenue des infections, on va par ricochet réduire l'incidence ou le développement de la résistance aux antimicrobiens et donc ici, ça va inclure ici la résistance aux antibiotiques. Un petit mot sur les défis des infections associées aux soins
en Afrique, trois rubriques majeures. Vous avez ici les ressources limitées. Vous avez une densité élevée des patients et vous avez d'autres maladies endémiques qui vont interagir avec les infections associées aux soins. Par ressources limitées, évidemment, il n'y a pas que des ressources financières qui manquent, mais il y a aussi un manque de personnel formé. Il y a aussi un manque d'infrastructures adéquates pour la prévention. Vous verrez par exemple, revenons sur COVID-19, évidemment COVID-19 dans la définition euh, conventionnelle, la définition habituelle des infections associées aux soins, COVID-19 n'est pas tout à fait reprise sur la liste. Mais pendant les soins, vous pouvez attraper une infection respiratoire, genre COVID-19, parce que tout simplement, vous avez une infrastructure qui n'est pas adéquate. Vous avez par exemple un problème de ventilation, vous avez un problème d'aération des salles et donc une forte concentration des particules dans l'air, une suspension qui traîne longtemps dans l'air et que vous inspirez et donc obtenez là une brèche pour le développement d'une infection respiratoire et on en passe. La tuberculose de même. Alors, la résistance aux antimicrobiens et la surveillance. Il faut noter qu'il y a une montée de la résistance, c'est-à-dire une aggravation de la sévérité des infections due à la résistance aux antimicrobiens. Et enquête souvent causée par une mauvaise utilisation des antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire. Tenez, lorsque vous prescrivez à tort des antibiotiques ou alors vous ne respectez pas les cours d'un traitement antibiotique et encore là, une automédication aux antibiotiques, tout ça, ce sont des exemples de la mauvaise utilisation des antibiotiques euh, qui va tout simplement représenter un facteur de risque au développement de la résistance aux antimicrobiens. Alors, les problèmes de surveillance, vous avez là, par exemple, un manque de système de rapportage adéquat et donc d'initiatives coordonnées pouvant donc permettre une collecte de données. Lorsque ce manque-là existe, la collecte de données devient tout à fait difficile. On ne s'imagine pas d'avoir des données fiables lorsque le système de rapportage n'est pas adéquat. Quand même, il y a une lueur d'espoir, c'est-à-dire il y a une introduction, où il y a eu une introduction des programmes et d'initiatives dédiées à la surveillance et au contrôle des infections en Afrique. On va en dire un petit mot, notamment sur le IDSR. Le docteur Boukassa en a fait une présentation, ou du moins il a dit un mot là-dessus la fois dernière. On va présenter quelques données en rapport avec cette surveillance des maladies qui est intégrée et donc la riposte aussi. Alors, on va s'arrêter un petit instant sur les défis liés à la surveillance des infections associées aux soins. Cette image, peut-être que vous pouvez la voir, elle est surchargée. Il y a plein d'éléments autour de cette image. C'est pour symboliser les défis qui sont liés à la surveillance des infections associées aux soins. Ce n'est pas qu'un seul défi, il y en a plusieurs et donc multiples. Le mot ressources limitées ou le concept ressources limitées et capacité de surveillance va devoir revenir plusieurs fois parce qu'en fait, c'est une épine irritative, si je peux me permettre de le dire ainsi. Il y a donc un manque de financement ou de fonds alloués à un système de surveillance correct. Il y a un problème du personnel, le personnel qui n'est pas formé en matière de surveillance, qui n'est pas formé en matière d'épidémiologie, qui n'est pas formé en matière de prévention et contrôle des infections. Il y a vraiment très peu de gens qui sont formés de manière correcte pour faire ce genre de travail. Et donc, ces ressources sont limitées et donc la capacité de faire une bonne surveillance est tout aussi limitée. La fiabilité des données. Évidemment, la plupart de nos institutions en Afrique fonctionnent encore à la manière traditionnelle d'utiliser les éléments en papier, de remplir à la main, avec des écritures parfois difficiles à lire, difficiles à déchiffrer, des informations tout à fait tronquées, insuffisantes, incomplètes. Et après un temps, vous ne savez pas
déchiffrer ce qui a été documenté. Et donc, la fiabilité de ces données euh, devient douteuse et on peut interpréter, on peut baser nos conclusions sur des données non fiables. Ça va tout simplement rendre un service encore plus médiocre que de rendre des bons services. Voilà. Il y a aussi cette rapidité d'action. Évidemment, il y a d'abord un problème de communication, il y a un problème de ressources qui sont limitées, il y a un problème de fiabilité des données. Donc, on ne saura pas prendre une action rapide parce que, tout simplement, il y a déjà d'autres corollaires, il y a déjà d'autres éléments qui ne sont pas en place pour permettre, n'est-ce pas, d'abord la détection du problème, puis l'analyse, la planification, la gestion et la dissémination de l'information. On ne sait pas les faire tout simplement parce qu'il y a déjà d'autres facteurs qui ne permettent pas une action rapide. Il y a un défi de mise en œuvre. Évidemment, vous ne pouvez mettre en œuvre qu'un programme qui est bien conçu, qui en a les moyens et les capacités. Vous ne saurez pas mettre en œuvre une surveillance des infections associées aux soins lorsqu'il n'y a ni guide technique, ni formation du personnel et encore moins l'infrastructure qui devrait aller avec. Il y a ce qu'on appelle ici des difficultés dans l'identification même des organismes qui sont soit résistants aux antimicrobiens ou alors les organismes qui sont impliqués dans la cause des infections associées aux soins. Vous verrez qu'il y a dans des laboratoires en Afrique, je vais vous présenter des données chiffrées tout à l'heure, ils ont un laboratoire de microbiologie, mais ils ne peuvent pas faire l'identification du pathogène au niveau espèce. Ils vont tout simplement s'arrêter, par exemple, à faire la culture et la chloration gram et vous dire tout simplement, nous sommes en face des bactéries, gram positives ou gram négatives, et on s'arrête là. Et là encore, c'est déjà beaucoup, car la grande majorité des laboratoires, là où les infections sévissent sérieusement, il n'y a pas cette capacité de laboratoire à ce niveau-là, tout aussi basique. Alors, le manque de personnel de santé formé à la prévention des infections, et j'ajouterai à la formation, formé à la surveillance des infections associées aux soins. Du reste, je vais rappeler ici que la surveillance des infections associées aux soins fait partie des composantes principales d'un programme effectif de prévention et contrôle des infections tel que défini par l'OMS. Et vous vous rappellerez que les composantes principales d'un programme effectif de prévention et contrôle des infections vont se diviser en deux groupes. Vous avez ces éléments au niveau national et les éléments au niveau des établissements des soins de santé. Au niveau national, vous avez 6 composantes principales et au niveau des établissements des soins de santé, vous en avez 8. Et donc, la première composante principale, c'est ici un programme de PCI, un programme de prévention et contrôle des infections. OK? C'est dans ce programme-là que vous allez définir un point focal qui a du temps dédié aux activités de prévention et contrôle des infections. Ils ont des réunions et des rapports de ces réunions, etc., pour documenter les activités des soins les activités de prévention et contrôle des infections. La deuxième composante ici, ça va être les lignes directrices. Les lignes directrices en matière de prévention et contrôle des infections. La troisième composante, ça va être la formation et l'éducation en matière de prévention et contrôle des infections. Et la quatrième composante, comme je le disais tantôt, c'est la surveillance d'infections associées aux soins. La cinquième composante, on va parler du concept des stratégies multimodales, qui est ici la méthode moderne de l'implémentation ou de la mise en œuvre des pratiques de prévention et contrôle des infections. Et la sixième composante ici, ça va ramener cet élément de monitoring, cet élément de suivi et évaluation, ainsi que rétroaction ou le retour de l'information en matière des pratiques de prévention et contrôle des infections. Et la septième
composante, euh, la septième composante ici, va représenter ici euh, la taille du personnel soignant. La taille du personnel soignant, la capacité des lits, etc. Et le tout dernier élément ou la dernière composante, la huitième composante principale d'un programme effectif de PCI, ça va être tout simplement le WASH. Ça va être ici l'environnement bâti qui va donc ici inclure les éléments du WASH, c'est-à-dire vous avez des conditions en matière d'accessibilité de l'eau, vous avez l'infrastructure pour les sanitaires, etc. Et vous avez aussi des points de nettoyage de mains. Et donc, il y a toute cette liste d'équipements nécessaires à la bonne pratique de prévention et contrôle des infections. Voilà, donc là, je viens de balayer les composantes d'un programme effectif de PCI qui inclut la surveillance des infections sociales. Donc, le personnel de santé doit être formé à la prévention des infections, doit être formé à la surveillance des infections associées aux soins. Alors, il y a d'autres défis, c'est par exemple l'absence d'un système de santé intégré avec un flux de données efficace. Lorsque vous avez un système éparse avec des éléments qui ne sont pas, qui n'interagissent pas, évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper, et notamment ces infections associées aux soins. Donc, si le laboratoire travaille en silos, travaille en isolement, et l'unité de néonatologie travaille en isolement, les soins intensifs, les unités de soins intensifs en isolement, évidemment, vous ne saurez pas qu'il y a eu une épidémie intra-hospitalière qui a eu comme point de départ la maternité, par exemple. Donc, il faut qu'il y ait tout d'abord un système fonctionnel et ces systèmes doivent avoir un flux de données qui soit efficace, de sorte que de manière intégrée, on puisse avoir ces informations à bon escient et donc prendre des décisions qui s'imposent à temps. Il y a absence d'installation diagnostique appropriée. Vous pouvez avoir un laboratoire, mais vous n'avez pas suffisamment de matériel, vous n'avez pas suffisamment de réactifs, vous n'avez pas suffisamment de plateaux techniques pour arriver à identifier, par exemple, le profil de résistance d'un pathogène. OK? Il ne faut pas tout simplement dire que ça, c'est une bactérie. Il ne faut pas tout simplement dire que c'est une gram-positive. Il faut encore arriver à dire c'est quelle espèce et quel est son profil euh, de résistance aux antimicrobiens. Il faut encore être capable, là où ils peuvent le faire, de dire si réellement le pathogène qu'on a isolé chez le personnel soignant, c'est le même qu'on a isolé chez le bébé en néonatologie, c'est le même qu'on a isolé au niveau de l'environnement. Et donc, il y a là tout cet exercice d'analyse génomique et donc de faire une traçabilité génomique et être capable de prédire les résistances qui peuvent surgir, etc. Il y a maintenant autre chose aussi, c'est la surveillance des infections et résistance aux antimicrobiens. Donc, ce n'est pas une répétition, mais c'est pour insister sur le fait que vous avez des infections qui sont tout à fait susceptibles ou qui sont encore sensibles aux antimicrobiens courants et d'autres qui ne le sont plus et qu'il faut faire la part des choses. Un élément bien encadré et en surbrillance, vous voyez là, c'est le manque de protocole de surveillance des infections associées aux soins. Mais dites-moi, comment allez-vous mettre en œuvre un programme de surveillance des infections associées aux soins lorsque vous n'avez ni protocole, ni guide technique, et encore moins hein, les éléments ou les outils de collecte d'informations nécessaires à cette surveillance? Donc, de prime abord, il faut un protocole qui définisse chaque étape de cette surveillance, ce qui est requis, ce qui doit être fait, comment interpréter et comment informer l'action du décideur en matière de la gestion, en matière de gestion de ces infections associées aux soins. D'accord? Alors, on va passer
euh, à quelques diapositives pour illustrer tout ce que je viens de dire. Alors, ça, c'est un exemple de la capacité de surveillance en matière de résistance aux antimicrobiens en Afrique. Et si, ici, je vous donne une enquête, s'il vous plaît, je pense qu'il ne faut pas prendre des photos. C'est des données qui sont publiées à moitié, donc on ne devrait pas les divulguer tout de suite. Mais on vous fait honneur, on vous présente des données qui viennent de 14 pays en Afrique. Tenez, vous avez là 50 000 laboratoires qu'on a pu répertorier dans les 14 pays. Et de ces 50 000, 371 ont pris part à cette enquête et, représentez-vous, seulement 1,3%, je ne dis pas 13, hein, je dis 1,3% de ces laboratoires peuvent faire des examens de bactériologie. Je ne vais pas parler de GLASS, c'est un programme global sous le guide de l'OMS avec collecte de données dans plusieurs pays, mais seulement 5 participaient à cet exercice de GLASS. 26% de ces laboratoires utilisaient un système d'information adapté au labo. Vous avez là, par exemple, ici, 30% seulement de ces laboratoires qui ont été accrédités pour des examens de bactériologie. Alors dites-moi, avec tout ça, comment pouvons-nous faire de la bonne surveillance des infections associées aux soins? Et ici, ce ne sont pas des données exhaustives, mais c'est déjà important pour nous donner une information utile en matière de la faible capacité, mais alors de manière chiffrée, parce qu'au départ, il y a eu plus de spéculations que des chiffres. Là, ce sont des données qui nous viennent directement du terrain où on a eu à euh, collecter suffisamment d'informations. Et autour de 25% de ces laboratoires utilisent des méthodes automatiques, hein, ou des automates pour permettre l'identification des pathogènes et donc aussi de faire ici de l'antibiogramme et tout ça. Donc, Antibiotic Susceptibility Testing, les AST. Par exemple, ici, le VITEC2 et autres, pour permettre d'identifier les pathogènes euh, et leur profil de résistance aux antimicrobiens. Donc, ici, on revient encore au problème ou au défi des ressources qui sont limitées. Le personnel soignant ou le personnel n'est pas suffisamment formé. Vous avez une infrastructure qui n'est pas adaptée. C'est autant des défis par rapport à cette surveillance. Alors, l'OMS a publié et publie régulièrement les pathogènes prioritaires et a classifié en 3 grands groupes, hein, la priorité. Une priorité qui est jugée critique, une priorité qui est jugée élevée et qui est jugée moyenne. Vous avez là environ 12 pathogènes prioritaires qui ont été publiés et vous pouvez voir que dans l'enquête que je viens de présenter là, cette enquête, on a pu identifier 5 pathogènes qui sont répertoriés sur la liste prioritaire de l'OMS dans ces laboratoires parce on n'a pas fait que répertorier les laboratoires, mais aussi des échantillons que ces laboratoires avaient à leur charge et leurs analyses de base. Il y a eu évidemment d'autres défis dans un autre défi. On s'est réalisé que les données, comme je le disais tantôt, la fiabilité posait problème. Parce que pour la plus grande partie de ces données, il n'y avait par exemple pas d'identifiant du tout. Donc, on ne pouvait pas lier le pathogène identifié à un patient pour avoir des données cliniques ou démographiques de ce patient et pouvoir en dégager d'autres informations encore plus importantes. D'accord? Donc ça part du clinicien qui a demandé l'examen vers le laborantin qui a fait l'analyse et c'est lui qui a encodé les résultats. Il y a un manque d'informations sur toute la ligne.
Et nous autres, au bout du fil, au bout de la chaîne, on n'a pas assez d'informations pour informer l'action, pour informer les interventions et donc permettre d'améliorer la pratique sur terrain. Donc, on est là en face d'une situation telle que, évidemment, ça c'est la plus grande base de données à la date actuelle où on a pu regrouper toutes ces informations, mais encore, il manque suffisamment d'autres choses qu'on devrait nécessairement chercher pour la suite. C'est juste pour vous montrer. Alors, sur base des données que nous avions obtenues, je vous montre là deux pathogènes qui sont repris sur la liste prioritaire de l'OMS et qui sont classifiés critiques. C'est par exemple le Pseudomonas aeruginosa qui est résistant au carbapenem et les entérobactéries qui sont résistantes ici à la troisième génération des céphalosporines. Regardez, par exemple, pour le Pseudomonas aeruginosa résistant au carbapenem, on a eu jusqu'à 25, de 25 à 40% de prévalence dans 8 pays sur les 14 qui ont été analysés. C'est énorme comme prévalence. Et c'est très dangereux, ça fait peur, ça fait froid au dos. Parce qu'en fait, résistant au carbapenem, ça veut dire on n'a presque plus de médicaments. Si jamais ce patient nous arrivait, les chances que ces patients meurent sont très, très grandes. De l'autre côté, les céphalosporines de troisième génération, qui sont très, très répandus en Afrique, et souvent, les gens obtiennent ces antibiotiques sans prescription médicale. Donc, il y a une sorte d'automédication où le pharmacien, tout simplement, décide de vendre encore s'il faut qu'il soit pharmacien. Il y a des vendeurs dans les officines où ils rendent disponibles les médicaments sans prescription médicale et tenez, la prévalence des entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération, cette prévalence est de plus de 50% dans la plupart de ces pays. C'est hyper inquiétant, ça fait vraiment froid au dos quand nous lisons ces genres d'informations, connaissant les conséquences, nous sommes tout simplement perdus. Et c'est une sonnette d'alarme ou je sais pas, moi, c'est une sirène, il faut faire vite, il faut faire vite, il faut agir, il faut éduquer la population, il faut éduquer le personnel soignant, il faut sensibiliser les communautés, etc. Parce que ça va nous ramener à la période d'avant les antibiotiques. Et si on ne peut pas résoudre cette problématique maintenant, là, on va être dans des très, très sérieux problèmes d'ici quelques années. Alors, un petit mot sur la surveillance des maladies intégrées et la riposte. Évidemment, le IDSR, c'est un modèle mis en œuvre en Afrique. Et pour rappel, le IDSR, c'est vraiment une stratégie de renforcement des capacités de surveillance, des capacités de laboratoire, mais aussi de la riposte aux épidémies, etc. Mais ceci, tenez, à tous les niveaux du système de santé. Donc, on part du niveau national, au niveau régional, au niveau des districts, au niveau des établissements de soins de santé et jusqu'au niveau de la communauté. Mais le IDSR, c'est une stratégie qui va permettre ici de mettre en œuvre les règlements internationaux de santé, les règlements sanitaires internationaux, le IHR, qui a vu le jour en 2005 ou qui a eu une vision en 2005. Et avec les principales ou les principaux rôles ici, la détection, la vérification, le rapportage et la riposte aux épidémies, aux maladies. Il y a un micro qui est ouvert. Est-ce qu'on peut le fermer? S'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, je disais ici cette surveillance des maladies qui est intégrée, qui permet aussi une réponse intégrée. C'est un modèle qui est mis en œuvre en Afrique. On va voir les réussites, on va voir les défis.
Là, je vais vous montrer une revue systématique qui a rapporté le nombre de publications en matière de IDSA en Afrique. Et vous verrez que les pays comme le Nigeria, le Ghana, ils ont énormément, du moins, ils ont un plus grand nombre de publications en matière de IDSA. Quand je dis IDSA, il faut comprendre qu'il y a des fonctions qu'on appelle des fonctions principales et des fonctions qu'on appelle des fonctions de soutien. Et on va les voir bientôt. Voilà ce que je disais. Donc, les fonctions principales, ça, j'essaie de résumer, hein. Les fonctions principales, vous avez par exemple la détection des cas, vous avez l'enregistrement des cas ou la documentation des cas, la confirmation des cas, l'analyse des cas, la réponse à l'épidémie et le retour d'information. C'est toujours très important d'avoir ce retour de l'information. Et vous avez aussi l'évaluation. Il y a une petite description pour chacune de ces fonctions principales. OK. Par exemple, ici, pour l'analyse des cas, on fait l'analyse des données pour déterminer les motifs et les tendances. Donc ici, on veut voir, par exemple, euh, je m'excuse, il y a certains mots qui ne seront pas exactement ceux du mot de la langue française parce que j'essaie de passer de ma formation technique en anglais vers le français. Quelquefois, on n'a pas les mots exacts, mais vous comprendrez qu'on essaie ici d'établir, to establish the pattern. On veut savoir la magnitude de ce problème de santé, par exemple une épidémie de choléra. On veut savoir quelle est la fréquence, quelle est la fréquence, est-ce qu'il y a-t-il un cycle avec les saisons, etc. Euh, quel est souvent le nombre des cas. Par exemple, maintenant, là, on a des épidémies qui sont devenues euh, euh, rétractées en quelque sorte ou parce que on les a depuis plus d'une année, elles sont toujours là. La fonction ou les fonctions des soutiens, vous avez ici des activités de formation, de supervision. Vous avez par exemple ici des ressources qui sont rendues disponibles. Vous avez la coordination, c'est pour assurer une collaboration efficace entre les différentes parties prenantes. Vous avez le laboratoire, le soutien au diagnostic et à la confirmation des cas. Vous avez la communication, très très important comme élément. C'est donc ici, il faut assurer un échange d'informations rapide et efficace. D'accord. Vous avez aussi la logistique, et notamment ici la gestion de la chaîne d'approvisionnement euh, pour les outils et les interventions nécessaires. D'accord. Alors, on va essayer de dire un petit mot sur ce qu'on appelle la surveillance basée sur les événements et la surveillance basée sur les indicateurs. En fait, le IDSA, qui est une stratégie de surveillance, va avoir dans son ossature des éléments de surveillance basés sur les événements et les éléments de surveillance basés sur les indicateurs. Hein, par exemple, ici, vous avez les différentes caractéristiques que j'essaie de résumer dans ce petit tableau. C'est notamment ici, par exemple, pour la définition, on va dire que c'est une collecte d'informations sur d'éventuels événements de santé. Hein, là, c'est la surveillance basée sur les événements. Mais pour les indicateurs, c'est une collecte systématique de données sur des indicateurs prédéterminés. Vous avez déjà défini vos indicateurs et vous en faites une collecte d'informations ou des données. D'accord? Euh, donc voilà. À droite, vous avez un modèle de l'Ouganda, hein, par exemple ici, qui intègre un système de rapportage des deux types de surveillance, ici basé sur les événements et basé sur les indicateurs. Hein, vous avez ça à différents niveaux, comme je l'ai annoncé, je l'ai dit il y a peu. Donc, au niveau national, au niveau régional, au niveau des districts, au niveau des établissements des soins de santé et jusqu'au niveau de la communauté. D'accord? Et en tout ça, ça permet de manière intègre. Par exemple, vous êtes relais communautaire, community health worker, vous allez au niveau d'une communauté pour chercher les cas, par exemple, d'une paralysie flaccide et en même temps, vous cherchez d'autres cas, par exemple, des maladies similaires à la grippe ou à autre chose. Donc, vous récoltez en même temps des informations sur plusieurs autres maladies qui ont été définies comme prioritaires dans votre système de santé
et vous en rapportez des informations aux décideurs. Et donc, s'il faut déterminer une intervention, ça va être aussi de manière intégrée pour, n'est-ce pas, répondre à toutes ces informations sur les différentes maladies. Et de cette façon-là, c'est cost-effective, c'est bénéfique en matière de coût et en matière euh, d'efficacité. Hein. Donc, c'est très important de réfléchir à IDSA, même si ça a ses propres défis, mais c'est important. Voilà. Ici, c'est par rapport à la carte d'Afrique que j'ai présentée tantôt, où il y avait les nombres des publications. Ici, on donne maintenant les années de publication, les maladies spécifiques, les principales fonctions essentielles ou alors fonctions principales IDSA qui ont été concernées. Par exemple, un papier va parler tout simplement de la détection des cas. Comment ils font chez eux, quels sont les défis, quels sont les success stories, comment ils réussissent à faire les choses, etc. Et quel est euh, le, le modèle qu'ils vont continuer à suivre pour la suite, etc. Ce tableau, je suis très certain, vous n'allez pas voir ce qui s'y trouve, à moins que vous veniez vraiment très proche de votre écran. On est en train ici, n'est-ce pas, de résumer les principales conclusions de la revue systématique que j'ai présentée tantôt avec les autres graphiques. Hein. Donc, ils mettent en évidence les fonctions principales et les fonctions de soutien évaluées sous la stratégie IDSA. Donc, la réponse aux épidémies, la préparation et le contrôle, ainsi que le personnel. Euh, voilà, ce sont là les domaines ou les thématiques qui n'ont pas fait long feu. Je vais essayer de prendre le pointeur pour vous montrer quelque chose. J'espère que vous voyez mon pointeur. Par exemple, ici, pour l'analyse des données, qui est une rubrique importante, vous allez voir que les défis communs qu'ils ont rencontrés, c'est par exemple ici, manque d'analyse des données, où il y a un manque d'interprétation au niveau des établissements de soins de santé. Il y a un problème de manque d'analyse et manque d'interprétation aussi au niveau des districts sanitaires, par exemple. OK? Et vous avez cette attitude de ne pas considérer ou de ne pas prendre au sérieux l'analyse des données. Et donc, si on ne prend pas au sérieux l'analyse des données, on ne va pas utiliser ces données pour informer l'action. Rappelez-vous, et le docteur Boukassal l'a dit lors de sa présentation, et je vais répéter ceci, je répète ça dans mes cours à chaque fois, la surveillance ne sert absolument à rien si cette surveillance ne mène pas ou ne conduit pas à une action informée. La surveillance doit générer des informations. Ces informations doivent permettre aux décideurs de prendre une action informée, une action basée sur des données probantes, comme on dit en français, et en anglais, evidence-based. Ça doit être basé sur l'évidence, sur les preuves probantes, les preuves scientifiques. Alors, j'ai juste pris l'exemple des analyses de données. Je vais pas vraiment m'attarder sur le reste. Je pourrais vous donner par après les références. On n'a pas pu mettre ça dans la présentation parce qu'il y a eu un problème de temps, mais on va y arriver. Je pense que ça, c'est l'avant-dernière, c'est pratiquement la dernière euh, diapositive de ma présentation où on veut discuter un tout petit peu des perspectives, des stratégies pour l'avenir. Comment améliorer cette surveillance des infections associées aux soins, etc. Ce que je vais mettre là n'est pas exhaustif. Et lors des discussions, on peut ramener un peu plus d'éléments, un peu plus de raisonnement, etc. pour guider l'audience par rapport à ce qu'on pense. Alors, quelles sont les perspectives, quelles sont les stratégies pour l'avenir? Je pense qu'il faut développer un protocole de surveillance des infections associées aux soins qui soit adapté au contexte africain. Mais tenez, la surveillance des infections associées aux soins aux États-Unis, ça s'est fait en fonction des guides NHSN qui, là, définissent de manière précise chaque infection associée aux soins.
avec des informations cliniques, des informations biologiques et quelquefois des informations basées sur le système de santé. On utilise ça en Afrique parfois, en Europe, etc. C'est pas adapté à notre contexte. On se bute à ces problèmes depuis des décennies maintenant. D'accord? Il faut qu'on fasse quelque chose. En Europe, il y a le ECDC, Europe CDC. Ils utilisent ce qu'on appelle le point de prévalence, les enquêtes basées sur le point de prévalence, PPS. Avec Biomérieux et autres, ils ont essayé de collecter des données similaires en Afrique, etc. Mais il y a toujours des problèmes. Donc, au niveau africain, nous devons arriver à développer un protocole de surveillance des infections associées aux soins qui soit adapté au contexte africain. Et lorsque ça sera adapté au contexte africain, la mise en œuvre va se marier au contexte africain et donc l'espoir est que cela marche mieux ou marchera mieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut utiliser la technologie moderne pour la surveillance. Évidemment, le système traditionnel sur papier pose des problèmes. Pose des problèmes. La Sierra Leone est par exemple le premier pays en Afrique qui a pu mettre en place le EIDSR. Il y a encore là des problèmes avec la connectivité Internet, etc., mais c'est déjà un grand pas. La liste n'est pas exhaustive. On épingle des informations pour guider l'audience. Alors, le renforcement des capacités humaines et des infrastructures de laboratoire, évidemment. À quoi ça servirait d'équiper un laboratoire avec l'équipement de dernière pointe lorsque les utilisateurs ne sont pas formés? Ils ne seront pas manipulés. Et en un rien de temps, tout cet équipement sera détruit. On revient à la case départ. Il faut former le personnel à la surveillance des infections associées aux soins. Il faut leur donner la formation de prévention contre les infections pour qu'ils comprennent et qu'ils mettent en musique tous ces éléments et donc permettre une bonne surveillance des infections associées aux soins. On ne va pas se limiter à rapporter des chiffres. On doit être capable de les interpréter, de les intégrer dans l'action. On doit être capable de surveiller, de monitorer, de faire le suivi de l'action. On doit être capable de définir les indicateurs, les interpréter, les intégrer et le moudre, le fondre dans l'action pour que plus tard, on puisse vraiment répondre aux questions qui sont pertinentes et qui répondent, qui embrassent le contexte dans lequel nous travaillons. Alors, amélioration des méthodes de communication des données, évidemment. Il faut qu'il y ait une fluidité dans la façon de communiquer, de partager les données, l'information de santé, tout en respectant les règles éthiques, tout en respectant la confidentialité des informations médicales. Et là encore, ça revient au point précédent, la formation. Il faut que les gens soient formés de manière holistique en matière de santé, ne pas être limités et puis faire des erreurs éthiques plus tard, ça ne va pas aider. Il faut une formation qui englobe ces éléments, ces aspects. Éducation, information du personnel de santé, je reviens encore là-dessus. Pour marteler qu'il faut un capital humain important pour que ce système prenne racine et se développe. La sensibilisation et l'éducation du public, évidemment. Il faut éduquer le public. Il faut éduquer le public. On ne prend pas les antibiotiques sans avoir consulté un médecin. Et le médecin, il faut apprendre au médecin à faire une prescription d'antibiotiques. Parce que nous pensons que nous connaissons, mais c'est faux. Il faut aller voir, il y a énormément de lacunes dans ce domaine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, partout au monde. C'est incroyable. Il faut que les gens soient formés à la prescription des antibiotiques ou des antimicrobiens pour généraliser. D'accord? Et il y a là un élément que j'aime bien. Il faut commencer petit à petit. Il faut cibler une infection associée aux soins qui soit facile à surveiller et qui a un grand impact. Par exemple, dans mes cours, je demande à mes étudiants, vous avez 5 cas
d'infection euh, après césarienne à la maternité et vous avez 15 cas d'infection néonatale en néonatologie avec un germe tel que le Klebsiella pneumoniae multirésistant, par exemple, à toute la classe troisième génération de céphalosporine. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous occupez des bébés ou vous occupez des mamans? Il faut comprendre que les bébés, il y en a 15 avec un germe très dangereux qui peut emporter tous les bébés. Donc, vous pouvez avoir 100% de décès ou de mortalité. Et les mamans, il y a plusieurs facteurs pour les protéger, peuvent s'en sortir. Donc, il faut focaliser les peu de ressources que vous avez au niveau de la néonatologie. Là encore, c'est une action informée. Vous pouvez dire, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à faire la surveillance au niveau de l'unité de néonatologie pour voir l'incidence des infections associées aux soins. Et donc, s'il y a un problème d'accès au point de lavage de mains, on doit améliorer cela. S'il y a un problème de nettoyage environnemental, on doit améliorer cela. S'il y a un problème de la pratique elle-même, l'adhérence, l'observance de la pratique des l'hygiène de main, il faut former le personnel aux unités de néonatologie à la bonne pratique de l'hygiène de main, maîtriser les indications, maîtriser les 5 moments qui sont en fait les étapes du continuum des soins qu'il faut comprendre avant de toucher le patient, hein, après avoir après ou avant, je veux dire ici, avant un geste aseptique, lorsqu'on s'est exposé au liquide potentiellement contaminé, après avoir touché le patient, après avoir touché l'environnement du patient, etc. Il faut bien se laver les mains. La bonne technique, la bonne durée, la bonne quantité de détergents, etc. Et peut-être un petit point, faire un plaidoyer pour augmenter les ressources allouées à la surveillance des infections associées aux soins. Par ressources, il faut toujours voir niveau des connaissances, niveau des financements ou les fonds. Et ici, il faut aussi voir les outils qu'on doit utiliser pour y arriver. Voilà, j'avais dit avant de commencer que cette diapositive n'aurait pas une liste exhaustive en matière de perspective, en matière de stratégie pour l'avenir, mais c'est un sujet qui reste ouvert au raisonnement et tous en tant qu'Africains, vous êtes invités à cet exercice et vos voix sont importantes. J'ai dit et je vous remercie. Eh oui, froid dans le dos. Expression entendue moult et une fois. Froid dans le dos. Les défis, un globe nous a montré qu'il y en a énormément et qu'ils s'intriguent. Il y en a qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et une interpellation, tous, comme Africains, sommes appelés à avoir la conscience et être participatifs. Chers collègues, dans la boîte à conversation, pas grand-chose jusque-là. Professeur Andy, merci. C'est une présentation interpellante et fortement informante. Je voulais bien poser la question, s'il y a quelqu'un qui se jette à l'eau. Je vois une main. Docteur Germain, à vous la parole. Et chers amis, le temps est idéal pour que nous puissions contribuer énormément à ceci, pour que nous puissions éveiller nos consciences face à ce travail. Merci. À vous, docteur. Et puis, après, ça sera notre collègue Suleiman Pakourda. Je vous en prie. Allez-y. Docteur Euh, Germain. Merci beaucoup, docteur Valérie. Merci beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à professeur Andy pour un exposé si clair et si euh, appelant. Je n'utilise peut-être pas le bon mot en français, qui nous interpelle. Donc, j'ai juste une petite contribution ajoutée. D'abord, j'ai applaudi. Vous avez vu le signe. Je n'avais pas levé la main, mais je voulais juste applaudir. Et la question est la suivante. Pas la question, une petite contribution. Euh, c'est vrai, comme le professeur l'a dit, et comme aussi je l'avais souligné la dernière fois, il nous faut un cadre
légale. Absolument. Nous devons commencer par là, c'est-à-dire avoir en place une structure, que ce soit un arrêté, un décret ou une loi qui oblige euh, les prestataires et les gens qui travaillent dans la collecte des données à respecter les principes de confidentialité, de vie privée, de protection des informations personnelles et tout cela. Donc, c'est ça la petite contribution que j'aimerais apporter euh, et voir comment nous tous ici essayer de réussir à la mise en place de ceci. Le protocole, je pense, docteur Andy confirmera cela, vise déjà, ça c'est déjà une partie de ce que je souligne. Mais pour l'IDSA, je voulais juste ajouter une petite chose, c'est que le Rwanda est parmi les pays africains où IDSA, en utilisant le système DHIS, ils ont été capables plus ou moins de faire beaucoup de choses. Il y a le Kenya aussi, mais je ne sais pas, docteur Andy, si les Kenya et un autre pays africain, je ne sais plus lequel. Vous avez parlé du Sierra Leone, mais je ne sais pas s'il y a deux autres pays, en dehors du Rwanda et du Kenya, je ne sais pas s'il y a d'autres pays où IDSA est déjà mise en fonction. Je sais qu'au Soudan du Sud, où j'ai été, ils en ont fait même une évaluation et c'est un outil qui est très pratique, très utile pour euh, la gestion des problèmes de santé de manière générale. Merci. Je me limite là et merci beaucoup encore, professeur Andy, pour cette excellente présentation. À vous. Je peux y aller? Volontiers, prof. Merci, Passons maintenant. docteur Germain. C'est très bien. En fait, j'ai parlé de la Sierra Leone, c'est d'une manière historique pour dire que la Sierra Leone a été le premier pays, sauf si mes informations sont incorrectes, premier pays à mettre en place l'utilisation électronique du IDSA, mais le DHS2 est dans plusieurs pays. On les trouve dans plusieurs pays africains maintenant. Le Lesotho en fait partie. Et je dis le Lesotho parce que j'y ai travaillé pendant 2 ans et quand j'ai quitté, j'ai laissé déjà la discussion où on a beaucoup contribué en matière de convaincre qu'on crée une rubrique pour tout ce qu'on avait défini comme indicateur de prévention et contrôle des infections, et je m'excuse, au niveau national, au niveau euh, établissement de santé et même au niveau des communautés. On a fait un grand travail de définition des indicateurs qui ont été approuvés par le niveau national et ils étaient au niveau de les insérer dans la nouvelle version de leur système DHIS2. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont déjà à ce niveau-là en Afrique. Je confirme. Merci beaucoup. Chers collègues, Souleymane, professeur, préparez-vous aussi à nous faire la différence entre les infections nosocomiales et les infections associées aux soins. Et après notre collègue Souleymane, notre collègue Alphonse Conan pourra intervenir après les réponses du professeur Andy. À vous. Ok, c'est la question, c'est Suleiman. Ok, Suleiman. Ok. Bonsoir à tous, bonsoir professeur, et merci et félicitations pour la brillante présentation. Après avoir suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt votre présentation, j'aimerais savoir, vu que sur euh, le continent africain, le manque de personnel formé se fait ressentir avec beaucoup d'acuité, et également les procédures ou encore les protocoles de mise en place des stratégies de contrôle et prévention des infections ne sont pas
disponible de façon à ce que toutes les couches du secteur santé puissent y travailler. J'aimerais savoir s'il y a possibilité d'avoir, pour ceux qui sont déjà sur des plateformes comme celle-là, de pouvoir bénéficier des possibilités de formation dans ce domaine-là dans un premier temps, mais également des protocoles pour pouvoir mettre en place de façon progressive ces stratégies-là dans les différentes structures pour lesquelles les personnes déjà sur la plateforme euh, euh, pourront essayer à leur niveau. Et je pense que les informations qu'ils pourront recueillir ou bien les difficultés qu'ils vont rencontrer nous permettra à tout un chacun d'affiner au mieux cette mise en place-là. Ok, merci Souleymane, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse, mais on va essayer d'y aller. Je vais commencer avec la dernière partie de ton intervention. La revue systématique que j'ai présentée, c'est déjà là une bonne source d'informations par rapport à ce qui s'est fait ailleurs. Pour ceux-là qui ont déjà mis en place le système IDSR, par exemple, ils vous rapportent dans leurs publications les fonctions essentielles qui sont concernées, par exemple la détection des cas, etc. Quelles sont les histoires, quelle est l'histoire des réussites ou les difficultés rencontrées, les défis et comment ils se sont pris par rapport à cela. Ça peut informer les autres qui n'ont pas eu la même expérience pour permettre, n'est-ce pas, donc ce partage d'informations par voie de publication. Il faut reconnaître que en Afrique, on a 55 pays et les données qu'on a présentées là concernent difficilement une dizaine de pays. Donc, c'est pour dire que ça aussi, c'est un appel à la conscience africaine, à la jeunesse africaine, aux scientifiques en Afrique de publier. Il faut publier parce que vous avez énormément de données sur vos tables, mais qu'il faut maintenant apprendre à analyser et puis publier pour permettre au reste du monde de savoir ce qui se passe chez nous. La formation, il faut commencer encore petit. Si vous ne pouvez pas faire un doctorat, commencez par une formation de 3 mois. Commencez par une formation de 5 jours pour avoir d'abord une information introductive par rapport au domaine. Ensuite, vous pouvez y aller graduellement. La surveillance est un module qu'on enseigne pendant plusieurs mois. Et pour comprendre ces modules, il faut avoir les bases en épidémiologie et en biostatistique. Là encore, ça demande plusieurs mois de formation. Mais je vous assure, on a essayé ce modèle dans plusieurs pays africains et ça marche. C'est-à-dire quoi ça marche? Vous avez le protocole, vous formez les gens par rapport au contenu du protocole et vous leur montrez un cadre d'implémentation, un cadre de mise en œuvre de ce protocole. Et ces gens-là vont être capables de mettre en œuvre et d'interpréter uniquement les éléments qui sont nécessaires pour la tâche qui leur est réservée. C'est pas l'idéal, mais c'est un point de départ et ça permet de créer une culture d'excellence de manière progressive. Je crois que je vais m'arrêter là. Professeur, merci beaucoup. J'aimerais bien rajouter à ceci. Les formations dont on parle, elles ne sont pas seulement que diplômantes, ça veut dire ou certifiantes. Vous pouvez avoir la formation continue. Les personnes que nous avons dans le système de santé qui ont déjà une certaine base, connaissant ce qu'ils ont comme base, on peut rajouter dessus pour essayer de pouvoir gagner par rapport à ça. Un exemple, c'est que nous avons, par exemple, tous les informaticiens que nous avons. Si le système est mis en place et essayer de leur montrer comment est-ce qu'on peut télécharger des données, comment est-ce qu'on peut arriver à pouvoir utiliser un, un programme qui leur permet de pouvoir avancer avec ça. La création, par exemple, d'une base de données, comment est-ce qu'elle va pouvoir se gérer, c'est par rapport à ce qu'on a. Parce que des fois, nous pensons qu'il faudra avoir seulement des gros diplômes. C'est généralement ce que nous pensons en disant, OK, nous manquons ceci, il faut m'envoyer à la formation. Mais à la formation continue qui se fait, voyant les compétences qui existent sur place, on essaie de pouvoir bâtir sur ces compétences-là pour essayer de pouvoir avancer. Je crois que c'est des choses qu'il faut combiner. Oui, et cela pourrait beaucoup nous aider. Merci beaucoup, professeur, pour cette réponse.
J'aimerais bien que, après que notre collègue Alphonse a posé sa question, que notre collègue Armand Simissi puisse poser son intervention. Oui, cher collègue Alphonse, vous avez la parole. J'ai vu sa main, elle a été enlevée. Cher collègue Armand Simissi, vous avez la parole. Oui. Merci beaucoup, professeur. Je suis toujours très, très content lorsque je vous suis. À chaque fois, je suis toujours, j'ajoute toujours quelque chose vraiment de très, très important. Ma question était par rapport à cette similitude entre la surveillance, d'une manière générale, et le fléau qui est actuellement sur la résistance antimicrobienne. Et vous avez parlé brièvement de ce qui se passe, mais dans le contexte actuel de notre pays, on a un sérieux problème. Nous savons tous que pour mener vraiment à bon train cette surveillance sur les résistances antimicrobiennes, il faut un plateau vraiment qui va nous aider à définir, à différencier les différents germes. Mais classiquement, sur le plan pratique, si nous sommes dans des contextes comme dans les endroits où on n'a pas de laboratoire pour mettre en place ces systèmes de surveillance sur la résistance antimicrobienne, que pouvons-nous faire d'une manière classique, plus pratique? Merci beaucoup. Merci, docteur Armand. C'est une bonne question. J'aime dire ceci. Les questions, elles sont toutes bonnes, hein. Les réponses, c'est pas évident. Mais écoutez, lorsqu'on est formé, euh, l'un des objectifs, c'est d'être capable de traduire le savoir que nous avions eu, le traduire en des termes pratiques qui se marient au contexte qui est le nôtre. Si vous serez à Sifia, à Lusaka, d'ici quelques semaines, vous me verrez présenter les données qu'on a récoltées dans plus de 1000 euh, formations sanitaires, en tout cas au niveau des soins de santé primaires en Afrique. Et l'une des questions, ça c'est une innovation Africa CDC, nous avions créé cette question sur l'utilisation rationnelle des antibiotiques au niveau des soins de santé primaires. Parce que là, dans la plupart des cas, il n'y a pas de laboratoire. Mais si vous savez déjà que les patients sont exposés aux antibiotiques et ces patients reviennent avec une histoire de fièvre, une histoire cliniquement renseignant sur des infections, vous avez là des indicateurs indirects d'une résistance aux antibiotiques. Quitte à ce que dans une autre des stratégies que je ne vais pas tout de suite présenter sur ce plateau, mais être capable de confirmer ce qu'on a eu sur le plan clinique plus tard. C'est-à-dire quoi? Si vous avez des éléments d'utilisation des antibiotiques, vous avez une histoire qui vous ramène vers la récurrence ou la résurgence des signes indicatifs de l'infection, voilà là un modèle qu'on peut créer. On peut construire un modèle, on peut construire un algorithme qui sera facile à mettre en œuvre au niveau des soins de santé primaires. C'est clair, on vient de présenter des informations sur la capacité d'un laboratoire à faire des examens de bactériologie. Quand je dis bactériologie, je vois aussi la microbiologie clinique, c'est seulement 1,3%. C'est très, très inquiétant, c'est vraiment inférieur. Donc, si on doit attendre à ce qu'on passe de 1,3 à 90%, on ne va pas y arriver demain, mais la résistance aux antibiotiques va continuer. Donc, il faut déjà collecter les informations en utilisant des systèmes contextualisés. Je répète, j'aime bien répéter ce bon contexte parce que c'est avec ça qu'on va informer une action qui va permettre, un, l'éducation du personnel, deux, la sensibilisation du public, trois, le plaidoyer au niveau des décideurs,
Et 4, une mise en œuvre coordonnée. Voilà, je vais m'arrêter là, mais il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Merci. Ah, j'aime cette réponse. Permettez-moi de rebondir dessus. Que vous venez de dire très clairement que il faudra adresser les problèmes à chaque niveau, identifier au niveau des maillons de cette chaîne où est-ce que nous faisons l'intervention. Parce que le laboratoire n'est qu'un maillon, un des maillons de la chaîne. Nous allons mettre le laboratoire là-bas, toucher à tous les autres et essayer de pouvoir améliorer. Ça va réduire même de quelques pourcentages la résistance antimicrobienne, même si elle n'est pas là. Mais la bonne prescription, former des gens dans comment prescrire, donner des protocoles d'utilisation, ainsi. Déjà, c'est une très bonne avancée. En ajoutant tous les autres aspects de PCI dont le professeur a parlé, c'est assez intéressant. Alors, je voulais tout de suite, professeur, vous poser une question. Nous allons commodérer cette dernière partie avec le collègue Germain Boukassa. J'ai voulu ici, professeur, vous poser une question. Lorsqu'on parle d'infection associée aux soins, vous l'avez souligné un peu pour Covid, mais très souvent, le personnel est exclu. On parle surtout de ce qui a été donné aux patients. Or, tous, que ce soit personnel, que ce soit patient, sommes exposés. Il y a des tuberculoses que nous attrapons puisque nous sommes dans notre lieu de travail. Où est-ce que nous les mettons? Les mettons-nous dans infection associée aux soins ou est-ce que nous parlons d'infection, je ne sais pas, professionnelle ou maladie professionnelle? Parce que avec les appellations anglophones et les appellations francophones, vous rencontrez un tout petit peu de confusion. Je ne sais pas quel serait votre commentaire autour de ça. Merci. Merci, docteur Valérie. C'est une question très pertinente. On a eu à l'époque où on travaillait avec l'OMS, on a eu à discuter euh, de cette question. Moi, en l'occurrence, j'avais la responsabilité au niveau du Lesotho de définir et de départager les deux camps. Là, on parle d'occupational health, donc la maladie du travail, la santé au travail. Et je vais peut-être revenir aux éléments de base de définition. Lorsqu'on parle de l'infection associée aux soins, la cible ici, c'est le patient qui reçoit les soins. Alors, le personnel soignant, lui, il administre le soin dans le cadre de la pratique ou de l'exercice de son travail. Et donc, si le personnel soignant attrape une infection lors de l'exercice ou de la pratique de son travail, ceci est classifié comme une infection professionnelle liée à l'occupation. En anglais, c'est même mieux dit. Ou alors, mon français n'est pas très bon, mais il faut dire ici que les deux sont différents. Les deux éléments sont différents. Et même en termes de compensation, lorsqu'il faut voir euh, sur le plan légal l'acte à la santé ou à la protection du personnel soignant, vous verrez que la compensation ne va pas vers le patient, mais va vers le personnel soignant si ceci est reporté ou rapporté comme incident lors de l'exercice du travail dans des tâches professionnelles. Évidemment, le chapitre des compensations chez le patient, c'est un autre chapitre. Il est différent de celui du personnel soignant et couvre différents critères et évidemment est adapté à la loi des pays où vous pratiquez, là où ça existe. Je ne sais pas si j'ai répondu. Peut-être à la même occasion, répondre à la question sur l'infection nosocomiale et l'infection associée au sang. J'aime bien parler euh, de, du diagramme de Venn. Je vais partager mon écran pour être capable euh, de bien exprimer ce que j'ai en tête. OK, let's do this. Juste un petit moment. Voilà. Alors, je vais dessiner un diagramme. Euh, on parlait de diagramme de Venn quand on étudiait encore les mathématiques. Alors, le grand ensemble ici, je vais l'appeler infection
associées aux soins. Et dans ce grand ensemble, je vais mettre un autre que je vais appeler infection nosocomiale. En fait, par nosocomiale, la racine dans le mot nosocomial fait référence à la structure hospitalière, fait référence à l'établissement des soins de santé. Vous venez donc recevoir des soins de santé dans un hôpital, vous développez une infection qui n'était ni en incubation ni présente à l'admission, vous allez parler d'infection nosocomiale. Mais dans ces cas d'espèce, l'infection nosocomiale est aussi appelée infection associée aux soins. Mais dans l'infection associée aux soins, vous avez d'autres rubriques. C'est par exemple les patients qui sont soignés chez eux à la maison, donc à domicile, peuvent aussi développer l'infection associée aux soins parce qu'ils sont en train de recevoir des soins de santé. J'aime donner cet exemple. Ça m'est arrivé dans mes voyages à New York que j'ai assisté à un cas pas très heureux et j'ai assisté ce patient-là à l'aéroport. J'avais toutes les sécrétions sur mes mains. Je pouvais attraper une infection ou alors je pouvais transmettre un germe qui était sur mes mains. Je pouvais le transmettre au patient. Ce patient-là qui recevait les soins dans un espace à l'aéroport et qui aurait attrapé une infection, cette infection-là serait tout simplement aussi appelée infection associée aux soins. Mais cette infection-là n'est pas une infection nosocomiale parce qu'on n'était pas dans une structure appelée hôpital ou établissement des soins de santé. Donc, il faudrait qu'on fasse vraiment attention. Et voilà, voilà pourquoi dans les sociétés savantes, en matière d'infection, de prévention et contrôle des infections, le terme infection associée aux soins est préféré à l'ancien concept d'infection nosocomiale. Voilà, je vais m'arrêter là. Docteur Valérie? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oh, oui, docteur Boukassa. Oui, désolé. Docteur Valérie m'a demandé de le remplacer momentanément parce qu'il a eu une urgence. Alors, du temps que je m'accommode au système, ça a pris un peu de temps. Euh, donc, c'est ça. J'ai pas de commentaires à faire, mais c'est juste aussi pour rajouter à ce que Dr Andy a dit, qu'effectivement, dans le passé et dans l'ancien temps, les infections nosocomiales, parce qu'on visait, on regardait juste le milieu hospitalier où les gens pouvaient acquérir ces infections. C'est comme ça que vous appelez ça infection nosocomiale. Mais avec l'évolution du temps, on a vu comment les gens, comme le docteur Andy vient de le spécifier, que les gens pouvaient être affectés soit quand ils prennent des soins à domicile, ou soit quand ils sont dans un endroit en dehors du milieu hospitalier. Alors, l'infection dite nosocomiale, ce terme-là n'est plus comment je dirais, on l'utilise quasiment plus parce que il est un terme qui l'offre des soins a évolué, hein, le monde évolue, donc c'est une ancienne appellation et au point que même actuellement, il est recommandé de ne plus utiliser le terme infection nosocomiale. Ça, c'est juste une chose que je voulais ajouter. Donc, je vais prendre le relais pour docteur Valérie pour assurer la modération. Je vais dans le chat vérifier. Je n'ai pas d'autres questions. Alors, je ne sais pas si dans dans attendance, dans le groupe, s'il y a quelqu'un qui a une question à poser. Levez la main. Je vois ici Eco PCI. Je ne sais pas si c'est il y a quelqu'un qui a levé la main. À vous. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde.
Moi, c'est Pascal Tezangi. Je suis de l'expertise congolaise pour la prévention et le contrôle d'infection. Je suis administrateur de l'organisation et des bases de données en même temps. Bon, je profite, je n'ai pas une question, mais c'est juste une observation. Bon, avant de faire mon observation, je tiens d'abord à féliciter le professeur Andy Boulaboula pour cette brillante exposé. Ça nous a vraiment construit, ça nous a vraiment enseigné. Et merci beaucoup, docteur professeur Boulaboula. Alors, mon observation, c'est par rapport à ce qu'il a dit, notamment sur le renforcement des capacités du personnel de santé. Alors, dans ce sens, l'expertise congolaise pour la prévention et le contrôle des infections a eu à conduire des projets pendant la COVID-19. Et ces deux projets qui étaient appuyés par ICANN et Réseau to Save Lives nous a vraiment beaucoup aidé en RDC et dans la province. Alors, moi qui étais en charge d'analyse des données, j'ai vu que ce que le docteur Prof. Andy vient de dire s'accommode avec les indicateurs, surtout pour le renforcement des capacités. À chaque fois, à la première phase du projet, les indicateurs n'étaient pas vraiment performants. Et lorsque nos équipes étaient en train d'aller sur le terrain, au fur et à mesure qu'il y avait des renforcements de capacités à partir de leur visite, et à la fin des projets, on pouvait voir que les indicateurs s'amélioraient. Et nous avons pris le deuxième projet. Après, les indicateurs, le même indicateur avait baissé, mais avec l'intervention et la descente sur terrain de nos équipes sur terrain, les indicateurs encore s'étaient améliorés. Donc, c'est pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire dans ce secteur de la PCI, le renforcement des capacités du personnel de santé pour, pour cette thématique. Notre demande, c'est de faire pour les pays comme la RDC des plaidoyers pour que nous puissions vraiment, pour que l'expertise congolaise et la prévention en matière d'infection, qui est déjà sur le terrain, avec des actions concrètes, puisse vraiment bâtir ces domaines. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Pascal. Je ne sais pas si professeur Andy a quelque chose à rajouter à ce commentaire. À vous. Il nous reste quasiment 3 minutes avant la clôture. Je demande à professeur Andy d'abord de répondre. Et s'il y a une question de personne de lever la main avant qu'on clôture la séance du jour. À vous. Docteur, jamais pas vraiment de commentaires, mais peut-être dire merci à Monsieur Pascal de mettre dans le contexte, en fait, en perspective, ce qu'on a dit et ce qui s'est déjà fait sur terrain. C'est tout simplement, euh, ça va donc de pair qu'on ait ces difficultés sur terrain et qu'on puisse toujours s'en informer pour définir des interventions de renforcement des capacités. Et ça c'est la stratégie, c'est l'approche qu'il faut avoir lorsque on attaque en fait tous ces éléments-là. Voilà. Je vais être bref en ces termes-là. Merci. Merci beaucoup, professeur Andy. Moi, j'ai une rapide petite question. Je ne sais pas si vous avez une idée sur la Guinée-Conakry. Je ne sais pas si la Guinée-Conakry a participé ou non à l'enquête, au sondage qui a été mené pour les infections associées aux soins. J'ai vu la carte, mais je ne suis pas très bon géographe. Donc, c'est pour ça que je vous posais cette question. À vous. Non, non, la Guinée-Conakry n'a pas participé à cette enquête.
Très bien, merci beaucoup. Si j'ai posé la question, c'est parce que éventuellement dans les prochaines semaines, je serai dans le pays et je verrai éventuellement comment euh, amener, si besoin est, euh, les, les intervenants à penser à cela. À vous. Voilà, merci. Je crois que c'est un effort continu au niveau régional. Nous sommes ouverts. Moi, personnellement, suis ouvert à l'appui des différents pays. La politique ici, telle qu'il faut que comment on dit, les États membres, oui, member states, les États membres puissent formuler une demande d'appui en matière de X ou Y dans notre domaine et nous allons euh, planifier l'appui de ces États membres. Voilà. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Parce que des fois, oui, il n'y a pas d'autres questions Ah, je vois Mathias qui vient de lever la main. Mathias, à vous. Nous avons encore Docteur Professeur Andy, je ne sais pas si vous pouvez accorder encore quelques minutes pour écouter la question de notre collègue Mathias. Et puis, Oui, alors, il me reste exactement 4 minutes. Je me suis excusé pour une autre réunion. Je dois OK. être dans une autre réunion dans 4 minutes. D'accord, ok. Alors Mathias, à vous, essayez de résumer et puis on va voir comment clôturer la séance. À vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Écoutez, j'avais suivi avec intérêt, mais je voudrais intervenir sur le chapitre de perspectives et stratégies à venir. Je pense que le professeur avait bien souligné sur le plaidoyer des mobilisations des ressources. Ça, c'est très important parce que quand on voit la plupart des pays africains, le budget qui est réservé à la santé est vraiment insignifiant. Raison pour laquelle il faudrait qu'il puisse y avoir aussi des stratégies, hein, de mobilisation et des stratégies de plaidoyer au niveau même de l'Union africaine, s'il faudrait les faire, pour que les pays puissent prendre en considération les budgets en matière de santé. Donc, plus de 60% des pays africains minimisent le budget de la santé, ce qui fait que les besoins en matière de formation et autres domaines au niveau de la santé, ici je parle spécifiquement de la PCI, n'est pas du tout plus considéré. Nous devons plus mobiliser les ressources humaines et des stratégies pour que les budgets soient augmentés pour réaliser les rêves des projets que nous avons. Merci à vous. Donc, merci beaucoup Mathias, merci d'avoir respecté le temps. Alors, je vais laisser professeur Andy de nous faire très rapidement un point sur ce bon commentaire. Merci beaucoup pour votre commentaire. Et quelles questions, mon cher Mathias? À vous. Ok, merci à Monsieur Mathias. Je pense que c'est un commentaire pertinent, comme vous l'aviez dit, et la discussion actuellement dans le monde de la PCI, il y a ce qu'on appelle IPC Funds, donc le fonds alloué aux pratiques et aux interventions de PCI. C'est une discussion qui a commencé, qui est en cours et qui va continuer parce qu'en fait, cette question, cette problématique des ressources est toujours là. Et il faut qu'on définisse les façons de résoudre la problématique. Et là, ça doit commencer de manière d'abord individuelle au niveau euh, des établissements des soins de santé. Par exemple, allouer 5% des frais de consultation ou des honoraires à, à des activités de PCI, ça ferait déjà beaucoup de choses. Par exemple, comme l'a dit notre DG ici, la taxe sanitaire par rapport à tous les vols qui atterrissent et qui décollent du sol africain. Ça aussi, c'est une façon de faire. Donc, bref, il faut qu'on soit intuitif, innovateur, créateur, pour qu'on puisse faire face au contexte africain qui, du reste, n'est pas le plus facile. Merci. Merci à tout le monde. Je crois que je vais devoir partir. Merci Merci. beaucoup encore. Merci beaucoup. Nous sommes dans le temps, professeur Andy. Je vais vous libérer. Alors, je remercie tous nos
Désolé. Est-ce que vous m'entendez encore? Deux fois. Oui, nous vous suivons très bien. Oui, docteur Germain, nous ne vous entendons plus. Je ne sais pas si vous avez un problème lié à la connexion, mais on ne vous entend plus. Non, 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 c'est parce que, est-ce que vous m'entendez là maintenant? Oui, maintenant là, c'est parfait. OK, parce que Dr. Valérie m'a passé la main. Alors, j'ai eu une confusion entre mon propre laptop et la main qui m'a passé. Donc, mais sinon, je vous souhaitais une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À Merci vous. beaucoup, docteur. Merci à tous. Merci. Merci, Merci. au revoir. Au revoir. Bonne présentation. Merci. Wow. Merci et bonne fin de semaine à tout le monde. Bonne présentation. Merci à tout le monde. Au revoir.